À l'époque où les Black Eyed Peas et David Guetta régnaient sur la scène pop en maître, un monde du rap féminin en pleine reconstitution demandait une héroïne. Et c'est alors que survint Azealia, une prestigieuse rappeuse issue des bandes d'Harlem. Combat, I hate you, fat Lizzo. I hate you, girl. passion, danger. Son courage aurait pu lui permettre de devenir la reine du hip-hop et elle a pourtant choisi d'en être la sorcière. I got my fucking Cholawenga here with them bellies. Real witches do real things. Promotion, canapé, agression sexuelle, c'est en tout cas une de ces deux choses qui ont permis à Azealia Banks de signer son premier contrat à 17 ans. Là, vous pourriez être choqué parce que je pense que vous avez peut-être sauté sur cette vidéo, cliqué rapidement sur cette notification, partagé partout la vidéo en vous disant que c'était un drama parce qu'on parle d'Azealia Banks, mais il y a une chose que tout le monde lui reconnaît un peu de façon unanime, c'est que la fille, elle sait rapper et elle sait chanter. C'est d'ailleurs pour ça que le fait que cette vidéo soit un grand soap opéra est toujours une grande frustration pour une grande partie de ses fans. Mais toujours est-il que c'est bien par une relation intime avec un producteur, selon ses propres dires, qu'Azealia Banks réussit à être signée dans l'industrie, et c'est un fait qui n'est pas innocent au vu de son rapport avec cette même industrie, parce qu'Azealia, avant d'être la fameuse grande gueule que tout le monde connaît, vient de loin. La petite Azealia n'avait que 2 ans lorsque son père meurt d'un cancer, elle se retrouve avec une mère abusive qui poursuit ses propres enfants avec une batte de baseball, qui les traite de laiderons chaque fois qu'elle peut alors qu'ils sont sa propre photocopie, à savoir que ses enfants sont noirs comme elle, mais elle a ce propre rejet d'elle-même qu'elle transmet à ses enfants, et la petite Azealia se découvre cette passion pour l'entertainment, l'industrie du disque en général. Elle joue de la comédie, elle chante, elle rappe, elle danse, et aux premiers abords, ce qui la repère véritablement, c'est l'acting. Elle fait la comédie musicale City of Angels, c'est là qu'elle rencontre un manager qui croit vraiment en elle et qui commence à la pistonner pour plusieurs petits rôles chez Nickelodeon. Vous allez être surpris, mais on aurait pu avoir Azealia Banks pour le coup dans un rôle, mais pas en tant que vrai criminel dans New York Police Judiciaire. Le manager veut en faire une sorte de baby star dans les séries, mais ça se clash avec lui. Azealia dit qu'elle ne veut pas être actrice et lui claque la porte au nez. Elle a déjà son petit caractère et elle décide donc à ce moment-là d'être à la fois une rappeuse et une chanteuse. Elle arpente les rues d'Harlem, elle lâche ses petites rimes et elle est impressionnante pour beaucoup. Et à l'époque, l'endroit où il faut être pour être populaire, c'est MySpace. Elle crée sa propre page MySpace, nous sommes en 2007, et elle est très influencée par la scène house. C'est le début de l'électro qui monte à fond sur la scène mainstream, mais elle n'est pas totalement dans cet univers-là. Elle revient véritablement au fondement de la scène house, d'un son un peu à la Martha Wash. Qu'elle saupoudre donc de son propre rapport entre chant et rap, et ça va donner l'une de ses premières démos produites par elle-même qui s'appelait Give Me a Chance. Donnez-moi une chance en fait. Le titre porte justement bien son nom parce qu'elle frappe à plusieurs portes, elle contacte plusieurs producteurs sur MySpace et un producteur va lui répondre, c'est le fameux Diplo qui va donc lui permettre de façon officielle de signer sur le label XL Recording, le même label qu'Adele, qui est un bon label, c'est un label indé, mais ils ont une véritable vision justement sur leurs artistes, donc c'était intéressant pour elle qu'elle s'y retrouve vraiment en 2008-2009. En plus c'est un label anglais moins pensé dans l'esprit, plus structuré américain, et donc c'est une possibilité pour elle d'avoir plus de liberté artistique. Mais très rapidement, entre Richard Russell, le président et producteur du label, et Azealia Banks, il y a un souci. Il estime qu'elle est totalement immature. Elle raconte que lui veut uniquement qu'elle pose sur ses beats à lui et qu'elle n'était pas prête à être enfermée dans une case. La rupture se fait donc de façon brutale. Azealia a un ascenseur émotionnel, et là, à ce moment-là où elle pensait que le producteur Diplo aurait pu l'aider, il refuse de l'aider, ce qui va être une des blessures de ce début de carrière parce qu'elle va devoir retourner au striptease, elle va faire du striptease pour s'en sortir, et elle va dire qu'elle était très frustrée parce que Diplo avait couché avec elle, il l'avait pas violentée alors qu'elle n'avait que 17 ans pour la faire signer, et que finalement après que le contrat entre elle et XL soit rompu, il ne l'a pas plus aidée que ça alors qu'elle n'avait que 17 ans au moment de leur rapport sexuel. Let me tell you, I used to have sex with Diplo when I was 17. Like, yeah, Diplo definitely found him.
face. Because I've like always given him credit for fucking launching my career off. But yeah, I had to give him some teenage to do it. Yeah, no diplo. C'est une accusation grave et qui, vous le verrez, est totalement inaudible du fait de ce qu'on va aborder au fil de cette vidéo. Parce que justement, la petite Azealia continue de se battre, elle continue à macérer, à structurer son son, qui est dans ce mélange de house, de pop et de hip-hop, et elle va avoir le Saint Graal, à savoir le titre 212. Qui sort à la base en téléchargement totalement légal, c'est-à-dire qu'elle l'offre aux gens. Le buzz prend de fou. En plus, le clip est totalement engageant. Il n'est pas structuré façon label. On se dit c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est une artiste. Et là, Azealia a une hype, et pas n'importe quelle hype. Ça marche en Angleterre, tous les magazines un peu branchés parlent d'elle comme étant la nouvelle rappeuse. Certaines rappeuses aux États-Unis comme Creeshaw qui se disent aussi on va la big up, c'est quelque chose de frais. Mais ce jour-là, Creeshaw se trompe en postant son lien. Elle veut poster un lien d'Azealia Banks pour dire à tout le monde c'est génial, et elle se trompe, ça renvoie vers un site X. Azealia qui voit ça lui rentre dedans de façon hyper brutale, oubliant totalement l'intention en fait, parce que l'intention était de lui faire de la promo, et quand on lui dit mais finalement l'intention était pas mauvaise, elle s'est trompée c'est sûr, et elle lui dit oui non mais en fait elle voulait se moquer de moi, elle voulait dire que je suis une femme foncée, donc en fait je renvoie vers ce genre d'imagerie. Il y a un petit tic quand ça se passe, mais tout continue, la hype autour de Azealia monte, elle sort son premier EP qui s'appelle 1991 du nom de sa date de naissance, et justement on retrouve ce mélange entre son house, sonorité hip-hop, ça sonne plutôt frais pour l'époque, et il y a un autre single qui s'appelle Licorice. La hype grandit, notamment en Europe, il y a véritablement quelque chose qui se passe autour d'elle. Nicki Minaj veut qu'elle fasse la première partie de Pink Friday et tout, et elle refuse. Et je trouve que le fait d'avoir refusé la première partie de Nicki Minaj à l'époque était intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle voulait véritablement se dissocier de cette image-là en mode je suis originale, je suis ma propre personne, j'ai ma propre imagerie. Et comme elle était adoubée par des magazines qui justement n'étaient pas dans cette école de Nicki Minaj, c'était mieux de se dissocier de ça, de pas chercher ce public-là, mais d'aller chercher un autre public à l'époque, ce qu'elle semble apte à faire. Et elle promet d'ailleurs un album hyper novateur, l'un des plus grands albums des années 2010. Elle dit même à Kanye, frère, sois prêt parce que moi, je vais te donner quelque chose que tu vas pas oublier. I really do think that I don't know, I really do think that I have the most innovative hip-hop record that hip-hop will see for in the last 10 years and for the next 25 years. And I challenge Kanye West to that. I challenge whoever to that. Elle prend la grosse tête, on la voit monter, et à l'époque même, je me prends au jeu du premier single et du premier EP, parce que je vais faire une comparaison. Ne vous moquez pas de moi, soyez gentils. Je vous dis alors, j'ai honte. Est-ce que Azealia Banks peut s'inspirer de Missy Elliott? C'est ce que vous dites. Mais quand je vois ce qui se passe, je me dis, la meuf, elle chante. Elle est capable de produire des trucs seule chez elle. Elle est capable de bien rapper. Parce que ça, c'est un truc hyper intéressant. Elle sait kicker. Et en plus, troisième point que j'avais remarqué, c'est qu'en plus d'avoir une identité musicale, elle essayait de créer un univers visuel. Quand vous regardez tous ces clips de l'époque, il y a toujours un petit côté un peu sorcière, voilà, univers un peu sombre, auquel elle va donner un nom qu'elle va appeler Witch Pop, la pop sorcière, la pop de la sorcière, la pop de la sorcellerie, bref, comme vous voulez. Et je me disais justement qu'elle fait tout ça seule, elle avait pas de label à ce moment-là. Et c'est en ça que je me disais qu'avec un budget, elle aurait vraiment pu péter, aussi bien artistiquement que visuellement, vu qu'elle avait déjà défini son propre concept qui était de faire le lien entre l'univers un peu sombre, ce qui appartenait pour beaucoup à la sorcellerie, et à la pop avec ce son house hip-hop. Et vous le voyez d'ailleurs avec le visuel de Young Rapunzel qui était le premier single d'Azealia Banks signé en major, parce qu'elle finit par signer en major chez Interscope Records. À l'époque, elle est managée par le manager de Lady Gaga qui s'appelait Troy Carter, et on se dit finalement elle y arrive. Elle signe sur une major, elle va avoir son premier blockbuster, plein d'artistes commencent à parler d'elle. Kanye justement l'invite en studio pour plusieurs sessions dans l'album Cruel Summer, même si ça ne sort pas, elle est déjà adoubée par pas mal de gens dans le game. Il ne reste qu'à savoir comment ça va être catapulté dans l'année 2013 pour qu'elle finisse par avoir la reconnaissance, surtout aux États-Unis, qu'elle mérite. Sauf qu'il y a un premier couac dès le début de sa collaboration avec Interscope. Le premier couac, c'est Pharrell Williams. On la met en studio avec Pharrell qui trouve qu'elle a énormément de talent, et Pharrell lui donne une chanson qui s'appelle ATM Jam qui sera le second single de l'album. Thank you, Dolly, by the Barbie. I can admit I like the party. I spent the... Quand cette chanson sort, elle va refroidir absolument tout le monde, y compris les hardcore fans, surtout eux d'ailleurs
d'ailleurs d'Azealia Banks parce que c'était un titre beaucoup plus hip-hop. En plus, le titre avait tout un historique, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un titre qu'on passe à Mac Miller qui ne veut pas, ça va chez Beyoncé, Beyoncé elle-même ne sait pas trop quoi en faire. Comme elle a un peu de mal parfois avec l'écriture, là, elle envoie à Pharrell. Pharrell se dit, je sais pas trop quoi écrire dessus, et Pharrell passe la démo à Azealia Banks pour qu'elle écrive à la base ce que Beyoncé doit chanter, pour qu'elle fasse le texte de Beyoncé qui voulait rapper dessus. Sauf que Azealia fait un texte, mais elle est tellement hardcore que finalement, Pharrell trouve que le texte sera trop hardcore pour Beyoncé et lui propose à elle de garder la chanson. À ce moment-là, tout va bien. Pharrell lui dit même que bon, Beyoncé aime bien ce que tu fais, il se pourrait que tu sois dans le fameux album Beyoncé de la fin d'année, donc les choses semblent bien se lisser pour elle. Et finalement la chanson sort, les fans d'Azealia n'aiment pas la chanson, et Azealia va donc publiquement faire ce qui va commencer à devenir sa marque de fabrique, à savoir injurier Pharrell à chaque fois qu'elle pouvait sur Twitter, disant que elle-même n'aimait pas la chanson, qu'elle va retirer la chanson de son album, et pour finir justement, parce que ça ce sera un pattern chez elle, disant que la chanson a floppé parce que Pharrell n'a pas voulu faire la promo à ses côtés, trop occupé à faire la promo avec l'homme blanc. L'homme blanc c'était qui à l'époque? Vous êtes très fort, 2013, Robin Thicke. Oui, je vois que chez certains ça commence à venir, vous commencez à faire 1 + 1 est égal à 2, et Azealia ne s'arrête pas là, elle est en colère contre Interscope. Donc ils finissent par lui rendre son contrat parce qu'elle estime que ATM Jam au final n'aurait pas dû sortir. Elle voulait sortir à la base Miss Amor et le label a voulu sortir ATM Jam parce qu'il y avait Pharrell dessus. Là vous pourriez vous dire oui, le label a eu tort. Mais c'est une question très difficile, vous allez le voir, qui est un des axes de fond de la carrière d'Azealia Banks. Parce que ATM Jam avec Pharrell Williams à l'époque 2013 et son retour, c'est un son beaucoup plus hip-hop et c'est aussi une assurance pour le label d'avoir une entrée pour Azealia aux États-Unis. Parce que malgré tout ce qui se passe autour d'elle en Europe, aux États-Unis, elle est un peu inconnue. C'est encore les débuts de ce qui deviendra la meuf de Twitter. Et Troy Carter, qui était son manager, et celui de Lady Gaga, avait essayé de faire une association qui va très mal se terminer parce que sur l'album Art Pop de Lady Gaga, il était censé y avoir 2 chansons avec Azealia Banks, notamment Red Flame. Azealia va faire leaker certaines parties des chansons, ce qui va refroidir Gaga, mais surtout, et ça c'est souvent passé inaperçu, elle va l'accuser d'avoir copié le concept. Et je me suis toujours posé la question, et je vais vous laisser répondre pendant que vous likez, que vous commentez, que vous vous abonnez dans les commentaires, ce que vous pensez. Parce que Witch Pop, c'est le concept d'Azealia Banks en 2002. Et Art Pop, c'est l'album de Lady Gaga en 2013. Elles ont le même manager. Azealia va dire qu'en fait, Witch Pop, son concept de la pop sorcière, a été repris par Gaga et c'est pour ça qu'on la voulait en mode pour l'adouber sur l'album et qu'en vérité, on lui a volé son concept, qu'elle a été pillée. Toujours est-il que Gaga va mettre fin à toute collaboration et dira qu'elle avait cessé de collaborer avec elle parce qu'elle a une mauvaise attitude, elle se comporte vraiment mal. No. Elle grille donc totalement à ce moment-là ses cartes pour le mainstream en se disputant donc comme ça sur Twitter. Et là, pour ceux qui le savent, on est fin 2013, mais elle a déjà une dizaine de clashs avec plusieurs célébrités. Là, on a parlé que des plus ciblés, mais surtout aux États-Unis par le grand public qui la voit tweeter la plupart du temps. Ils connaissent pas sa musique, ils connaissent la meuf qui parle et qui répond, qui a des clashs avec tel ou tel. Ils ne connaissent pas les hits que connaissent certains Européens et qui sont poussés par une presse hype. C'est à ce moment précis donc qu'arrive le lien avec une vidéo qu'on a faite, le succès d'Iggy Azalea. Et quand Iggy Azalea cartonne, Azalea va devenir le fameux pendant d'Iggy Azalea, mais parce qu'en fait, elle avait déjà établi dans plusieurs de ses précédents clashs les bases. C'est-à-dire que je suis la rappeuse noire d'Harlem qui est peu soutenue par le game, qui a été violentée par Krisho parce que c'était une rappeuse blanche. Pharrell m'a abandonné pour soutenir un artiste, Robin Thicke qui est un artiste blanc. Lady Gaga a volé mon concept avec Art Pop. Regardez comment moi je travaille depuis très longtemps et cette daube que vous appelez Igloo, parce que c'est le nom qu'elle va lui donner, Igloo Australia, vend partout. Et c'est donc comme ça que va s'enclencher le fameux combat qu'elle va tenir avec Iggy toute l'année 2014 où elle va revendiquer, où elle va représenter cette image de la fille qui se bat contre une femme blanche illégitime sur la scène hip-hop. On connaît tous les fameuses interviews où elle pleure, elle craque totalement, elle parle de la mode de ces femmes blanches qui s'accaparent la musique noire. C'est un désastre et c'est ridicule. It takes someone like Kylie Jenner to make big lips a thing when, you know, black girls have been walking around with big lips for forever. You know, it's just those things that it's just really like annoying. It's really annoying because it's just like you guys, like, I don't know, I almost feel like maybe white people are like running out of whiteness.
Elle insulte T.I., aucun respect pour lui. Et d'ailleurs, la phrase qui aura marqué tout le monde, c'est le fameux « Your wife can read, your wife can read ». Qui est la femme de T.I.? I take that personally. I take that very, you're a fucking coon. Your wife can't read. Tout bon fan de R&B, c'est de qui elle parle ici. En fait, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Iggy Azalea, allez la voir. Ceux qui l'ont vu comprennent. Elle va personnifier l'antithèse de tout ce qu'on reprochait à Iggy Azalea et ça va fonctionner de façon médiatique. C'est-à-dire qu'on va la voir absolument partout. Et bizarrement ou pas d'ailleurs, quand elle sort son album Broke with Expensive Taste en fin 2014, il va y avoir de nouveaux clips comme celui-ci. Et regardez encore la comparaison dans la manière d'essayer de faire des visuels un peu différents, même si c'est pas totalement réussi. Regardez l'effort qu'elle y mettait. En fait, cet album est pas un mauvais album. Pour moi, c'est un album sympathique qui tient sa promesse après la mixtape Fantasia. C'est un joli album. Après, c'est pas du tout ce qu'elle-même semblait promettre, mais c'est pas un mauvais premier album. Sauf qu'au moment où il sort, elle a déjà brisé beaucoup de son capital sympathie dans la presse hype. Et surtout, point fatidique, pourquoi il peut pas se vendre? C'est quelque chose que le label Interscope avait déjà compris quand ils lui ont proposé de sortir la chanson avec Pharrell. C'est qu'en réalité, tout le discours qu'elle tient, c'est un discours un peu intégriste, fidèle, carcéral du hip-hop en fait. C'est-à-dire que c'est un discours de hip-hop afro-américain. Les vrais, ils ne veulent même pas que tu... Voilà, c'est un discours pur jus. Malheureusement pour elle, la musique qu'elle fait après avoir fait toutes ces interviews où elle décrit Iggy Azalea n'est pas une musique considérée par ces gens-là comme étant du pur jus. Donc factuellement, bien sûr qu'ils vont être là en train, pour beaucoup, d'avoir de la sympathie avec elle dans le combat contre Iggy, mais ils vont pas aller écouter tout en tout parce que ce n'est pas ce que leur oreille écoute. Et d'ailleurs, la preuve qui était pour moi le symbole de sa réalité sur le public hip-hop afro-américain, c'était son passage au Hot Summer Jam. Vous vous souvenez, c'est vraiment ce festival très hip-hop de l'époque. D'ailleurs, même Nicki Minaj s'était fait critiquer pour Starship et ce genre de choses. Donc en fait, quand Azealia se rend là-bas, eux, ils sont même pas sur les polémiques de Twitter. Ils voient une rappeuse arriver, qui rappe, ils entendent boum 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 on the floor. Et il a eu... Et c'est exactement là, si vous y pensez, que se situe le problème fondamental de la carrière d'Azealia Banks. Tu ne peux pas à la fois faire une musique hyper ouverte, un mélange très gay-friendly, attirer la presse hype et vouloir leur aval, et de l'autre côté, tenir des propos totalement homophobes, recruter un public très hip-hop sur l'identité de ce qu'est cette musique-là pour les Afro-Américains, parler de toutes ces considérations raciales-là. Et là, je ne dis même pas que ce qu'elle dit est vrai ou faux, en fait, mais récupérer ce public-là et espérer ensuite en faire quelque chose, en fait. C'est en même temps que même Emmanuel Macron ne peut pas tenir. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir? Non. Et d'ailleurs, ça avait été très bien illustré le jour où elle a clashé Erykah Badu. Parce que vous vous souvenez que Erykah Badu et elle sont dans le même clan contre Iggy Azalea, vous vous en souvenez? Erykah Badu clash Iglo Australia, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelait, quand Azealia Banks la clash. Who is this? Iggy Azalea, yeah, hey. Oh, no, you can come, because what you're doing is definitely not real, yeah. Mais un jour de 2015 sur Twitter, un fan demande à Erykah Badu « Qu'est-ce que tu penses de la musique d'Azealia Banks ?» Et Erykah Badu répond de manière très spontanée « J'ai essayé !» Et j'ai trouvé ça tellement hilarant parce que juste après, bien sûr, Azealia Banks l'insulte, la traite de vieille, de personne qui est complètement dépassée, ce genre de choses. Mais elle avait parfaitement illustré ce qu'Interscope avait déjà compris, c'est qu'effectivement, recruter le public hip-hop US, on veut bien, mais quelle musique leur offrir au-delà des clashs Twitter? No, you will not box me and you will not quiet me, so I'll say even more crazy shit. Parce que bien sûr, galvanisée par l'attention qu'elle va avoir autour de tous ces clashs-là, elle va devenir une sorte de terreur de Twitter. Une fois Rita Ora poste une paire de chaussures, elle estime qu'elle a posté la même paire de chaussures l'an dernier, donc elle insulte Rita Ora. Rita Ora se retire et en plus, il y a quelque chose de très vicieux dans les clashs d'Azealia Banks, c'est que parfois elle dit une vérité. Et comme elle dit une vérité, pendant très longtemps, ça a absous les gens de le remettre en cause le fait qu'elle s'exprime. Par exemple, elle va dire à Rita Ora ce jour-là, oui, tu n'es qu'une souriana, et donc les gens vont dire, oui, mais elle lui a dit que c'est une souriana, et on va oublier le fait qu'en réalité, Rita Ora a le droit de poster une paire de chaussures qui est la même que Azealia a portée l'an dernier, sans avoir quoi que ce soit à voir avec elle, en fait. Mais ça va devenir un engrenage. Lily Allen poste une photo de son mari, elle attaque Lily Allen, et elle attaque même les enfants de Lily Allen. Et encore une fois, on passe parce que c'est Azealia Banks, qu'elle a ce passé, que c'est une femme noire qui est pas vraiment appréciée dans l'industrie, elle a été obligée d'avoir des rappeurs
rapport avec Diplo pour y arriver, sa mère ne l'aimait pas. C'est-à-dire que cette narrative-là continue et au lieu, selon moi, de lui faire du bien, ça lui fait du mal. Pourquoi? Parce que ça la continue à la pousser dans une logique sans aucune nuance. Elle va aussi se clasher avec la rappeuse Angel Hayes. Pourquoi? Parce qu'elle sort des propos homophobes. La rappeuse Angel Hayes, étant ouvertement lesbienne, lui rappelle que t'as un gros public gay, donc franchement fais attention. Elle l'insulte, mais les gens la suivent, les magazines en parlent parce que ça fait le show, et il se trouve que parfois comme ça elle peut avoir raison. C'est-à-dire qu'une fois A$AP Rocky sort dans un magazine que les femmes qui sont noires ne devraient pas mettre du rouge à lèvres violet, il se trouve qu'elle en met elle, et donc du coup quand elle lui répond en disant qu'il est complexé et qu'il devrait penser à faire son coming out, ça fait mouche parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui lui répond. Pareil, beaucoup de gens seront super contents quand elle attaque Beyoncé sur la sortie de Limonade parce qu'elle fait un grand pavé en expliquant qu'en vérité toutes ces personnes-là s'en foutent vraiment de la cause des femmes noires. Les femmes noires comme elle font pousser le mouvement depuis plusieurs années, ce qui est pas faux. C'est-à-dire que si vous regardez bien l'historique, Azealia se retrouve vraiment en 2012-2016 dans la personne qui pousse beaucoup l'histoire des femmes noires et tout sur internet. Je dis pas que c'est la seule, mais elle est vraiment une des figures de cette période-là. Et quand Limonade sort, elle dit qu'en gros, au lieu que ce soit elle qui porte cette voix-là, Beyoncé vient encore la martyriser dessus alors qu'elle n'en a rien à cirer, qu'elle est là depuis 20 ans, elle n'a pas parlé de ça. Et chez une certaine partie du public, ça fait mouche, mais ça ne lui permet pas au fil de ces années-là de construire quoi que ce soit. Parce que malgré tout, c'est totalement décousu et qu'elle est donc obligée un jour de nous révéler que ça fait des années qu'elle sacrifie des poulets dans une pièce de sa maison dans l'espoir d'avoir une carrière. Parce que oui, ce jour-là, sous des airs de rigolade, elle va expliquer qu'elle pratique donc la Santeria qui est une religion Yoruba et qu'elle l'exécute à sa façon parce qu'effectivement on lui demanderait donc de tuer autant de poulets pour avoir des numéros 1 qu'elle n'a effectivement jamais eu. The amount of crap that's about to come off my floor right now, guys. Oh my God. 3 years worth of brujeria. La chute d'Azealia Banks, au-delà des pratiques sombres, va venir de quelque chose que vous et moi connaissons très bien, parce que même quand on travaille soi-disant comme elle le fait dans la nuit, il y a quelque chose qui nous rattrape toujours, c'est la réalité. Et la réalité pour Azealia Banks, c'est que par exemple Beyoncé, qu'elle accuse sur Limonade, a été dans le réel. Elle, Azealia Banks, a écrit sur Twitter, a insulté ce genre de choses. Beyoncé a parlé aux femmes d'abord et aux femmes noires après, en faisant un album Limonade, où elle est revenue sur plusieurs thèmes qui touchent ces femmes-là, la rupture, le mensonge, la tromperie. Elle a réuni quelque chose qui est ancré même visuellement dans le réel de ces femmes-là. Aller tweeter là, insulter, tout ce genre de choses, c'est bien, mais comment tu t'ancres dans le réel? Et je pense que petit à petit, elle va quand même avoir des petites personnes qui vont le lui dire. À un moment, elle va même essayer de faire un hippie un peu plus hip-hop, faire des références à Jay-Z qui s'appelait Slazy. Elle va aussi relancer sa hype avec un titre qui était vraiment bien pour son clip de base de Big Big Beat. Sauf que très rapidement, les mauvaises habitudes vont reprendre le dessus et elle va s'enfermer dans ce fameux personnage et deux choses vont faire en sorte que tout s'écroule. C'est sa prise de position pour Trump, parce que le fait d'avoir pris position pour Trump va lui faire perdre d'un coup toute une partie de ses pro-Twitter qui la soutenaient dans n'importe quel clash là. Une grosse partie d'entre eux étant venus défendre la femme noire oppressée par la société, se dit mais pourquoi est-ce qu'elle va choisir Trump? Surtout que ça ne va pas être que je choisis juste Trump pour choisir Trump. Elle va commencer à avoir des propos racistes, xénophobes, anti-migrants, anti-immigration, enfin des trucs de ouf, au point où il y a un jour, il y a le fameux Muslim ban initié par Donald Trump. Rihanna s'élève pour dire que c'est une honte que les États-Unis ferment la porte aux gens du fait de leur religion, et Azealia lui répond, mais il faudrait que tu te taises, parce que je te rappelle que tu n'es d'abord qu'une immigrée, tu n'as pas le droit de vote dans notre pays, on te rappelle que tu viens de la Barbade. Rihanna va se foutre de sa gueule avec un post Instagram ironique, mais c'est pour vous dire au point où elle va commencer à aller, elle va tenir à plusieurs reprises des propos racistes et le moment fatidique où le jour où elle va accuser Zayn Malik d'avoir plagié un de ses clips. Ça c'était habituel, elle expliquait souvent que les artistes la plagiaient et parfois aussi ça s'avérait être un peu vrai. Pour le coup, je ne voyais pas la ressemblance entre les deux clips. Mais elle le dit et Zayn Malik ensuite fait un post où il ne parle que de sa vie en fait. Je crois qu'il ne savait même pas qu'elle avait parlé. Elle prend totalement la rage et elle va sortir une logorée d'injures racistes que j'ai rarement entendu un être humain sortir de ma propre vie. Le traitant de tous les noms, expliquant qu'il était dans les One Direction parce que c'était un petit indien, il sera toujours un petit indien, une espèce de bon à rien, juste là pour avoir sa place et qu'elle va faire en sorte que dès que Donald Trump sera élu, lui et
et toute sa famille, ses ancêtres et tout seront renvoyés dans leur pays d'origine. Le gars, il est anglais en fait. C'était un truc de ouf. On rigole là tout de suite, mais ce n'était pas drôle. En vérité, c'était même terrifiant. Et j'avais un mea culpa dans cette affaire, c'est-à-dire que Azealia, quand elle est arrivée, j'ai tout traduit. Toutes les interviews, des fois c'était super long. J'étais étudiant à l'époque. Je traduisais en mots de vraiment, voilà, il faut absolument qu'on sache qu'elle a vécu dans l'industrie. Une jeune femme qui dit que Diplo a abusé d'elle, c'est une femme noire qui a été discriminée, ce genre de choses. J'ai tout traduit. Chaque fois, vous trouvez des articles de ces interviews et tout. Et tout ce qu'elle faisait au début, je me disais, bon, faut au moins que sa parole porte. Quand ça s'est retourné, je me rappelle d'ailleurs que mes propres abonnés, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ceux qui ont encore Facebook, j'y suis encore, vous avez dû voir que je parle rarement d'elle. Mais je parle rarement d'elle parce qu'à une époque, on a parlé beaucoup d'elle, on parlait d'elle chaque jour, et qu'il y avait eu un vote à la fin parce que les gens étaient saoulés, et les gens avaient décidé qu'on ne parle plus d'elle. Et c'est très drôle parce que vous allez dire que sur une page où les gens veulent qu'on parle toujours de certains artistes qui sont en prison, mais je pense que c'était parce que Azealia avait réussi à les embarquer dans des combats pour les abandonner ensuite parce qu'effectivement, dans son cerveau, elle ne sait pas où elle vit. Si tu défends le fait d'être attaqué pour racisme, tu ne peux pas tenir des propos tellement violents que Sarah Palin, qui est quand même une républicaine, avait menacé de porter plainte à Azealia Banks si elle ne s'excusait pas. Ce que Azealia Banks va faire 6 mois après, sous la pression du gouvernement américain, mais surtout parce que le gouvernement anglais va l'interdire de territoire, et ça c'est un des points fondamentaux de sa carrière. Elle ne pourra plus rentrer sur le territoire anglais, parce qu'après avoir dit ça, plusieurs festivals anglais qui étaient sa principale source de revenus, et ça c'est super important. Vous vous rappelez qu'au début son plus gros succès, 212, se fait en Angleterre, principalement, c'est son principal marché. Les festivals qu'il invite, là où elle gagne le plus d'argent, c'est dans ce pays-là. Quand ces festivals-là voient ce qu'elle a dit sur Zayn Malik, ils décident de se retirer. Elle va encore plus insulter toute la scène rap anglaise, disant que personne ne sait faire du rap en Angleterre, ce sont tous des moins que rien, ils n'arriveront jamais à la cheville des Afro-Américains. Une autre tirade raciste qui va donc faire en sorte que cette fois-là, elle soit totalement interdite de territoire. Not only is she trouble, but she fights with everyone. Azalea's had fights with Cardi B, Remy Ma, Rihanna, Erykah Badu, Nick Cannon, Action Bronson, Lily Allen, Beyonce, Russell Crowe, RZA, and SZA. You don't have fucking bipolar disorder. You're a closeted homosexual. Il y a un moment où on a dit qu'elle était diagnostiquée bipolaire, ensuite elle-même s'est rétractée, mais si vous faites attention, dès le moment où elle a été bannie d'Angleterre, je pense que même sa présence, sa musique et tout, s'est beaucoup affaissé. Parce que déjà, c'était beaucoup plus difficile pour plusieurs médias de l'inviter pour faire des lives un peu comme avant, par-ci, par-là. Je pense qu'elle a vraiment coupé une grosse partie de son portefeuille, vu que c'était son marché principal. Mais elle ne va pas s'arrêter là, vu qu'ayant été bannie de Twitter, elle va continuer les clashs sur Instagram et sur Facebook, avec Taylor Swift, avec Nicki Minaj, avec Lil Kim, avec Remy Ma. Et en fait, le problème d'Azealia Banks pour moi est que beaucoup de ces clashs sont basés sur la conception raciale très américaine. Mais que dans l'autre temps, étant totalement incapable et dans la nuance, elle est devenue un gimmick. C'est pour ça que quand Cardi B commence à cartonner, la personne qu'on fait venir, c'est Azealia Banks, qui va tenir exactement le même discours qu'elle tenait contre Iggy Azalea en 2014. C'est-à-dire que oui, nous les femmes noires, nous sommes défavorisées par rapport à cette femme latina, elle nous copie, elle ne sait pas faire comme nous, elle se moque de nous en empruntant nos codes. Mais en fait, ressortir exactement le même argumentaire pour faire face à Cardi B ne pouvait pas passer parce que ça sonnait comme une sorte de gimmick ou comme une sorte de rageuse. La deuxième fois, les gens ont beaucoup moins confiance en toi, et surtout, quelques semaines après avoir beaucoup clashé avec Cardi B qui lui répondait, on va la retrouver en train de chanter Bodak Yellow par cœur parce qu'elle connaît la chanson beaucoup mieux que les fans. Oui, parce que bien sûr, quand Cardi B va cartonner, elle va repasser du côté de Cardi pour combattre Nicki Minaj, qui est une fausse, qui n'a pas laissé d'autres rappeurs s'exprimer et ce genre de choses. Et en fait, c'est toujours pareil, ça devient une sorte de parodie. Et malgré tout, RZA du Wu-Tang Clan s'est dit, je vais quand même bosser avec cette fille. Ça m'avait surpris de ouf à l'époque. Elle avait eu toute l'industrie qui lui a tourné le dos. Et il s'est dit, je vais la prendre en tant que premier rôle de mon premier film qui va s'appeler Coco. Et c'est une rappeuse, voilà, elle sait jouer, faire de la comédie. Je pense vraiment que ça va le faire. Il commence donc à tourner le film et il y a une soirée avec Russell Crowe. Et cette soirée avec Russell Crowe, c'est particulier parce qu'on pourrait se dire que c'est l'ascension pour elle, elle serait une actrice super connue, mais Azealia sort de là avec une tirade incroyable où elle dit que Russell Crowe l'a traité de sale négresse, lui a craché dessus et l'a fait sortir brutalement de la pièce.
quand ça apparaît sur internet, on est absolument tous choqués. Et en fait, quand vous voyez une apparition comme ça, un acteur comme Russell Crowe, accusation de racisme violent avec les femmes, ça vous interpelle en fait. Et justement, l'histoire fait le buzz jusqu'à ce que RZA, qui est donc le producteur d'Azealia Banks lui-même, vienne répondre et rétablir qu'en réalité, je vous le lis, avant que la soirée ne se termine, Azealia a insulté la moitié des gens dans la pièce, elle est devenue désagréable et odieuse, il n'y avait rien de drôle dans son comportement et je me sentais un peu gêné parce que c'est moi qui l'avais invité. On peut tolérer la violence verbale, mais quand il s'agit de violence physique, Azealia a menacé de couper le visage d'une fille au tesson de verre, puis elle a effectivement saisi un verre pour l'attaquer sans aucune raison. Russell a paré l'attaque et a expulsé Azealia de la suite. Que vous dire ? Bon, Azealia va traiter RZA de drogué et de traître en disant qu'il a fumé tellement d'herbe depuis les années 90 avec le Wu-Tang Clan qu'il n'est plus capable de réfléchir proprement. Mais toujours est-il que les deux avaient un film tourné et que RZA va décider d'arrêter toute la promo, il n'y aura rien. Il va abandonner le film qui va sortir sans rien faire quoi que ce soit à cause de cet événement-là. Et Azealia va maintenir que moi je suis une victime, vous ne me croyez pas parce que je suis une femme noire et que lui c'est un traître acquis à l'autre cause. Et moi ce truc-là chez elle, comme je vous l'ai dit, a fini par me gêner énormément parce qu'il n'y a jamais aucune responsabilité en fait. C'est que tout le monde il est mauvais, moi je peux dire ce que je veux, penser ce que je veux, insulter, attaquer. Et je ne dis même pas que peut-être que la version de RZA n'est pas la bonne version, mais sur toutes les histoires d'Azealia Banks, y compris celle avec Grimes et Elon Musk en 2020, quand la chanteuse Grimes l'invite au manoir d'Elon Musk et qu'elle se met à faire des tweets complètement injurieux sur les deux, traitant Elon Musk de trisomique et ce genre de choses, elle ne prend jamais la responsabilité d'avoir fini la conversation en disant « Plus jamais je n'essaierai de travailler avec une espèce de pétasse blanche » pendant que les deux autres sur les réseaux sociaux ne l'avaient pas injurié. You've tweeted sometimes about witchcraft, like very cryptically. Do you practice magic? What are your favorite spells? The egg spell. The egg spell? You cleanse yourself with an egg, right? Pass the egg all over yourself, praying for all of your negativity to go away into the egg, right? But usually you do it like when somebody's fucking with you to get like what the person is doing off of you. You crack it in the crossroad and you walk away and you don't look back. Elle s'est à plusieurs reprises depuis illustrée, faisant des rites par-ci par-là. Une fois, elle a complètement choqué Internet parce que son chat est mort. Elle l'a dépécé, elle l'a fait cuire avant d'aller l'enterrer. Enfin, la scène est absolument macabre, mais selon elle, ce sont les rites de son église, de sa tradition Yoruba, et qu'il faut les respecter. Chose qu'à la limite, moi, personnellement, je respecte. Ce qui me fait toujours sourire, c'est qu'elle lie ça avec sa carrière. C'est-à-dire qu'elle lie le côté où, bah, vous voyez comment je fais tout ce genre de choses, c'est pour que ma carrière avance, et que ça n'avance pas, et qu'il y a toujours quand même, malgré tout, des gens pour penser que l'industrie l'a blacklisté à tort, alors que dans son histoire, je pense vraiment que l'industrie lui a donné beaucoup de passe-droit, parce que justement, elle était talentueuse, parce qu'elle était ce qu'elle était, parce qu'elle avait cette histoire pas tellement facile, parce qu'elle était originale pour beaucoup, et qu'on lui a donné beaucoup de passe-droit, et qu'à chaque fois, elle a coupé les branches, parce que, selon moi, et ça, ce n'est que selon moi, vous aurez des avis, j'espère, différents et divers dans les commentaires, elle se déteste profondément. Ça peut vous choquer que je le dise comme ça, hein, mais c'est que moi je le pense. Je pense que Azealia Banks se déteste profondément. Ça a certainement un rapport avec sa mère et son enfance, enfin je ne sais pas, c'est pas une accusation que je porte, c'est un regard que je porte parce que je me souviens très bien qu'elle avait eu un bif, je vous rappelle, je suivais ça tous les jours à l'époque, elle avait eu un bif avec une rappeuse et aussi avec la fameuse chanteuse camerouno-nigérienne qui s'était décapée pour aller à Rock Nation. Et je ne sais pas si vous en souvenez, elle faisait pendant un moment la promo de sa crème dépigmentante, la crème pour changer de peau. Je vous rappelle, je vais mettre des photos, elle faisait la promo de cette marque-là et c'est justement à cette période-là que mes abonnés avaient demandé qu'on ne parle plus d'elle. I think that, you know, it can be kind of hypocritical for people to just kind of jump out and be like, oh, well, you like, blah, 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 shame on you for skin bleaching and shame on you for doing this. But, you know, this is a very, 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 very common thing. What's the difference between getting a nose job and changing your skin color? What's the difference between wearing a hair weave and changing your skin color? Pourquoi? Parce que après avoir défendu pendant aussi longtemps ce qu'elle semblait défendre, il y avait ce côté où en fait finalement elle vient faire la promo de produits décapants. Et elle n'était pas dans la rigolade. Je pense que c'est parce qu'on l'a rattrapée qu'elle a fait marche arrière. Alors je suis pas ici en train de vouloir la juger parce que chacun fait ce qu'il veut et je n'émets pas un jugement moral sur ce qu'elle a fait. Mais je le pointe dans le sens où selon moi elle a une souffrance intérieure
folle. C'est pour ça que elle ne supporte pas les rapports de subordination, la moindre petite critique. Le jour aussi, elle lui dit par exemple que franchement meuf, elle lui dit pas de façon méchante en plus, elle lui dit franchement meuf, tous les poulets que tu as tués la cause animale, et elle se met à lui dire espèce de sale pétasse blanche et tout. C'est parce qu'il y a un gros ressentiment chez elle qui vient d'abord d'elle-même avant d'être sur le sujet qu'elle traite ou qu'elle pourrait traiter en fait. Ça, selon moi, totalement saccagé sa carrière. Je me rappelle encore d'un Noël, je crois que c'est Noël 2015 ou Noël 2016, mais je m'en souviens très bien, où en fait sa mère la chasse, je crois qu'elle devait aller chez sa mère annule, elle se dispute et tout, et Azealia ne sait pas où aller, donc du coup elle tourne dans les rues de New York en voiture et tout, et elle pleure. Et ce jour-là je me suis dit, c'est ouf en fait, c'est-à-dire que nous on est tous en famille et tout, elle a passé toute l'année à nous divertir sur Twitter, et au final, quand je veux dire la majeure partie des gens quand même sont avec leurs proches, et elle se retrouve seule avec tous ces millions d'abonnés à pleurer dans sa voiture parce qu'il y a personne pour être avec elle à Noël et que sa mère l'a chassée. C'est triste parce que je pense que son environnement familial qui était pas sain dès la base, il ne l'a pas aidé à être quelqu'un de stable mentalement. Et oui, parfois elle peut dire des choses qui s'avèrent totalement vraies, mais vous voyez bien que au fil des histoires, et c'est d'ailleurs pour ça que sa parole se discrédite de plus en plus, elle peut totalement contredire ce qu'elle avait dit avant, le message d'après et ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de stabilité dans ça. Et d'ailleurs, ce manque total de cohérence se retrouve dans sa carrière. L'an dernier, elle était censée sortir un titre qui buzzait un peu sur les réseaux sociaux, ça s'appelait New Bogota. Elle a signé dans un label juste pour pouvoir la sortir. Et avant que la chanson ne sorte, elle avait déjà rompu son contrat avec la major et la chanson est sortie avec le producteur. Et elle a dit que la version qu'elle avait sortie le producteur était totalement nulle. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait donc sur la carrière d'Azealia Banks, sur le pourquoi la magie noire ne l'a pas aidée. Et comme je vous l'ai expliqué, selon moi, c'est parce que la magie ne peut rien faire contre la personne qu'elle est elle-même, à savoir que peut-être qu'elle a un problème psychiatrique ou psychologique. Ça, je n'en sais rien, je suis pas psychiatre, mais je pense qu'elle a de gros manquements par rapport à son rapport à elle-même dans son enfance. Et ça a entraîné toutes ces polémiques dans lesquelles elle est, ce comportement violent, erratique, qui fait qu'elle n'a pas pu construire la carrière qui aurait pu être construite au vu de son talent. Elle est passée à côté de collaborations avec Beyoncé, Lady Gaga, avec Pharrell, Kanye, enfin, elle est passée à côté de beaucoup de choses. Elle a eu beaucoup de portes qui lui sont ouvertes, elle les a fermées à chaque fois, avec des clashs aussi bien mythiques que catastrophiques parfois. Je pense toujours que le fait d'avoir été bannie de l'Angleterre et ensuite de l'Irlande, parce qu'elle a aussi été bannie après de l'Irlande, elle a fait un scandale dans l'aéroport, elle a dit que toutes les femmes irlandaises étaient laides, et franchement, je fais appel à ce truc où elle revient toujours sur le physique, les machins. Je pense que ça vient de quelque chose qu'elle a vécu, et ça nous interpelle aussi, même si encore une fois c'est la psychologie de comptoir, à bien traiter les enfants quand ils sont petits, parce que quand elle racontait au début que oui, sa mère la poursuivait avec une batte de baseball et la traitait de laideron, quand vous voyez les insultes qu'elle donne aux autres, ça ressemble beaucoup à ce que ça pouvait être dans son enfance à elle. Après, encore une fois, j'étais pas là, mais c'est ce que j'en vois, c'est ce que j'en ressens. I hate you, fat Lizzo. I hate you, girl. Je pense que Azealia Banks, ça reste et ça restera un talent gâché. Peut-être que on fera un jour une vidéo, si on a vraiment rien à faire, on s'assoit, on parle que de ses clashs, parce que ça peut être très drôle. Mais autrement, que pensez-vous de sa carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aura vraiment marqué? Est-ce que vous êtes de la team qui aimait sa musique? Est-ce que vous êtes de la team qui la connaissait juste grâce au clash? Est-ce que vous êtes de la team Erykah Badu qui aimait certains de ses combats mais qui ont essayé la musique et qui ont fui? Est-ce que vous comprenez les clashs face à Rihanna, face à Zayn Malik, tous les propos qui ont pu être tenus différemment dans cette vidéo-là? Est-ce qu'il y a un clash qui vous a plus choqué qu'un autre? Dites-moi tout dans les commentaires. Que pensez-vous aussi de son rapport au mystique? Est-ce que pour vous, le fait d'avoir tué les poulets, c'est parce qu'elle les a mal tués? Est-ce que désosser le chat, c'est parce qu'elle l'a mal désossé? Est-ce qu'elle fait ça juste pour le buzz? Comment le voyez-vous? Quel avenir pour sa carrière? Quelle est votre chanson préférée? Et je finirai ce truc-là en vous parlant de contradiction fatale. C'est qu'après avoir critiqué Iggy Azalea et aidé à détruire la carrière de Igloo Australia, comme elle l'appelait, il faut jamais oublier que quelques années après, quand Iggy ne marchait plus, elle a dit, et elle était d'ailleurs prête, à faire un duo avec Iggy. Ça vous montre vraiment que après avoir traîné autant de gens contre cette personne, elle s'est dit finalement, on peut chanter ensemble. Moi, je pense que le problème est ailleurs. Je vous ai dit où. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et on se retrouve très vite. Real witches do real things.